il y a eu ta version des faits qu'on a entendu, que ton avocat va nous rappeler, et toi aussi. Alors, donc toi, Maître, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, alors la version des faits, elle est simple, c'est-à-dire que nous maintenons que Jérôme a été atteint par un tir de LBD, alors que le ministère de l'Intérieur prétend que c'est un éclat de grenade. Alors, justement, très vite, Laurent Nunez dit que l'utilisation du LBD face à Jérôme est loin d'être une certitude. On va regarder ce qui s'est passé juste avant. Ce que nous savons, c'est qu'un policier a projeté une grenade de désencerclement dans le périmètre dans lequel se trouvait monsieur Rodriguez. C'est le policier qui a tiré qui a rédigé ce rapport. Oui, bien sûr. Le policier l'a rédigé. Puis on voit bien à l'image un projectile qui semble être. Les investigations judiciaires, encore une fois, le confirmeront. Moi, je suis très prenant dans ce que je vous dis. Il va y avoir des investigations sur le lanceur de balles de défense. Moi, au moment où je vous parle, je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a eu usage du lanceur de balles de défense à cet endroit-là et qui aurait touché M. Rodriguez. Alors, depuis, l'affaire a rebondi, Jérôme, puisqu'on a eu des nouvelles de cette affaire. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est aujourd'hui et les derniers rebondissements pour nos téléspectateurs? Je dirais que ça, c'est du code de langage gouvernemental. Il le savait depuis le départ. Vous pensez vraiment? Oui, pourquoi lancer une... Il y a eu quand même 20 éborgnés, parce que moi, je suis le numéro 20. Hein. Ouais. D'accord. Donc, pourquoi lancer une enquête uniquement pour moi? Bon, je pense qu'ils le savaient dès le début, donc ils ont essayé d'assurer tout de suite par rapport à réclamer la police des polices pour faire la lumière sur cette affaire. Donc pour moi, ils savaient depuis le départ, tout simplement. Donc on est sur du code de langage, on est sur du média, on ne va pas dire forcément oui, on a visé Jérôme. Ça serait peu probable. Donc moi j'ai la quasi-certitude qu'ils savaient d'emblée, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un tir de flashball ou un tir quelconque, ça doit être relaté dans l'heure. C'est-à-dire la remontée d'informations doit se faire dans l'heure, auprès de la préfecture, ou enfin du moins auprès des autorités compétentes. Donc ils savaient très bien. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez de tout ce que vous avez fait? Ce que vous dites aujourd'hui, moi je veux continuer, je vais aller demain. Est-ce que vous allez être dans la rue demain? Moi ce que j'attends, déjà ça m'aurait fait plaisir d'avoir quelques mots d'excuses. Aussi bien dans ma personne que l'ensemble des gens qui ont été éborgnés aujourd'hui ou d'autres blessés, parce qu'il y en a certains qui ont perdu des mains, il y en a certains qui ont perdu des pieds. Et c'est ça qui est important, même pas un mot d'excuse, même pas on se lève à l'Assemblée nationale quand on demande une minute de silence pour les victimes. Donc on voit un petit peu le respect que peut avoir le gouvernement vis-à-vis de son peuple, et surtout quand il le blesse. Donc ça me désole quelque peu. Maintenant, ce que j'attends, c'est que toute la lumière soit faite sur cette histoire pour montrer ma bonne foi et montrer qu'il s'est vraiment passé quelque chose ce jour-là et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, les choses commencent un petit peu à se dessiner, parce que le policier a fini par se dénoncer. Il a été de lui-même dire qu'il m'avait tiré... Enfin, vous n'avez pas tiré dessus. Soit disant qu'il ne m'a pas visé. Ouais, il a dit qu'il ne vous avait pas visé, mais qu'il avait effectivement tiré à savoir qu'une balle, une victime, à un moment donné, c'est mathématique. Hein. Donc vous pensez qu'il vous a visé? En tout cas, peut-être pas forcément de... C'est pas vous, oui, voilà. C'est pas vous. Mais en tout cas, j'ai été touché. Donc j'ai été visé, j'ai été touché. D'accord, mais il n'a pas visé, vous dites, il n'a pas visé Jérôme Rodriguez, mais il a en tout cas, il a tiré. Il a visé. De toute façon, on le voit sur la vidéo, quand on fait comme ça, c'est pour viser, c'est pas non plus... Donc là, il y a une enquête qui est en cours. Jérôme, moi juste, parce que je vous ai eu un petit peu toute la semaine, est-ce que j'ai pas l'impression que vous en vouliez à ce policier, j'ai pas l'impression que vous en vouliez vraiment au gouvernement, j'ai l'impression que vous êtes surtout dans le combat, vous vous dites j'ai envie de continuer et j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort, c'est ce que vous m'avez dit. Pourquoi en vouloir? Pour que je me perturbe le cerveau, à essayer d'en vouloir à quelqu'un que je connais même pas, je vois pas l'intérêt. De toute façon, tout le monde parle de violence policière, moi je parle de violence gouvernementale, parce que qui donne les ordres? De qui vient la responsabilité d'armer ces gens-là et de leur demander de tirer? Simplement. Ce sont des gens qui font partie d'une corporation, ils ont des chefs, ils se doivent de respecter les ordres, c'est leur boulot. Donc jusque-là, je peux le concevoir. Maintenant, je l'ai dit à la police des polices l'autre jour en sortant du bureau, qu'il précise à ce policier que ni haine ni violence, et que s'il était prêt à s'excuser, j'étais prêt à l'écouter. Voilà, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Vous avez envie de le rencontrer, ce policier? Bah, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Vous avez envie de quoi? Vous avez envie de discuter avec lui Bah oui, pourquoi exécuter des ordres pareils? Parce que, quelque part, on peut porter une carapace, mais il y a un homme là-dessous. Donc, un homme a forcément une conscience. Et tirer sur son concitoyen, c'est quand même un acte assez fort de pouvoir tirer sur une personne qui vit dans le même pays. On fait partie du même peuple, on paye les mêmes impôts, on vit dans la même France. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de tirer sur son peuple. Je me fais la réflexion, j'ai vu un reporter de guerre à Paris. Il y a deux mots qui ne vont pas ensemble. Ouais, c'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Guerre, Paris. Non, mais guerre, gilets jaunes, guerre Paris, français dans la rue. Tu vois, moi, je suis né en 79. On nous a appris l'histoire de France. On nous a parlé de guerre. Mais jamais j'aurais cru vivre ça aujourd'hui, à 40 ans, qu'on me dise le mot guerre à Paris, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. En plus, quand Jérôme, voilà, c'est vrai que toi, tu es réputé comme étant un leader pacifique et fédérateur du mouvement. C'est ce que tout le monde dit. Alors, leader, non, parce que avant que tout ça se passe, j'étais plus acteur témoin de la situation. Acteur par l'engagement et les différentes organisations de manifestations qu'on mettait en place, tout ce qui était communication, pouvoir relayer les infos, c'était plus mon rôle à moi de marcher un petit peu à l'ombre pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent manifester dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce qui m'a fait faire ça ? C'est qu'à partir du moment où j'ai eu une petite notoriété à l'échelle de la manifestation parisienne, j'avais des retraités, des gens à mobilité réduite, des familles qui étaient désireuses de venir marcher. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette responsabilité ou pas? Donc je me suis senti quelque part acquis d'une cause, de faire en sorte que ces gens-là puissent donner de la voix. Les retraités ont été aussi maltraités par les programmes de Macron et ils avaient envie de donner la voix. Et faire en sorte d'organiser ces manifestations leur permettait de marcher, discuter avec nous, débattre et crier leur colère. Alors, Jérôme, juste une dernière question. Pourquoi es-tu descendu dans la rue au tout début? Toi, t'étais plombier, c'est ce que tu m'as dit là, voilà, t'es plombier d'ailleurs. Oh non, j'étais plombier en reconversion depuis le mois de septembre. C'est ça. Donc j'avais un premier métier. Donc sans le vouloir, j'ai un petit peu écouté Macron quand il nous dit de traverser la rue pour trouver du boulot. T'es allé voir ta sœur? Voilà, enfin ma sœur a pu m'aider à pouvoir me reconvertir dans un nouveau métier. Donc j'étais en pleine formation. Donc ça faisait 4, 5, 6 mois que j'étais dans le boulot avec un super maître d'apprenti, un ancien de l'ancienne école en plus. Donc on apprenait énormément. Et aujourd'hui, quand on part sur un nouveau projet et puis que 6 mois après ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait demain? Tu penses que tu pourras plus reprendre ton métier les différents passages chez le docteur ou les différentes commissions d'invalidité ou quelque chose le détermineront par la suite. D'accord. Donc ça risque d'être très très compliqué. Bon, j'ai 3 mois pour y réfléchir parce que pour l'instant je suis sur un ITT de 3 mois. Essayer de trouver une solution quant à ma vie future, du moins professionnellement parlant, quoi. Alors, Jérôme, on va parler bien sûr de la loi anti-casseurs. Est-ce que c'est la solution pour stopper les violences dans les manifestations? Alors, on va donner d'abord la parole à nos intervenants. Vous, Jimmy Mohamed, vous dites non. Non, je pense que c'est la preuve d'un pouvoir faible qui a peur de ses citoyens. M. Castaner a dit qu'il fallait débattre et pas se battre. Moi, lorsque je vois les Gilets jaunes, je vois qu'ils cherchent à combattre, mais pacifiquement. Et ils ne sont pas là pour se prendre des tirs de flashball. Et on a l'exemple, malheureusement vivant, de ce qui se passe au quotidien. On nous a dit, écoutez, Monsieur Rodriguez, je vous le dis très sincèrement, merci de ce que vous faites, vous et les Gilets jaunes, parce que vous avez apporté un vent de fraîcheur dans notre démocratie et dans la vie politique. Et vous avez réussi, quand je dis vous, c'est vous et les Gilets jaunes, à apporter des choses extraordinaires. J'ai vu hier dans un reportage d'Envoyé spécial, une famille avec une dame qui, pendant la semaine, mange que de la soupe et le week-end, finalement, elle donne de la viande à ses enfants. Et à la fin du reportage, on explique que grâce au mouvement des Gilets jaunes, elle aura une prime d'activité de 400 €. Et cette dame s'est mise à pleurer à la fin. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est dit « je vais pouvoir nourrir mes enfants. Je ne vais pas partir en vacances à Bora Bora, mais je vais peut-être regarder un petit peu moins. » Donc ce que vous avez apporté est extraordinaire. Et si on veut vraiment arrêter ces débordements, il faut que le gouvernement écoute l'urgence sociale, qu'on arrête ces codes de langage. Lorsqu'on a entendu M. Castaner jurer qu'il n'avait pas eu de tir de LBD le jour de votre accident, puis dire finalement c'est une grenade de désencerclement. Puis finalement, quelqu'un a tiré et malgré tout, personne ne reconnaît l'erreur. Et le problème est là, l'humilité, le fait de dire nous sommes désolés, nous avons fait une bêtise et on voit bien que vous n'avez pas de haine. Vous cherchez juste à ce que justice soit faite. En revanche, lorsqu'on a eu Christophe, le boxeur, là, il n'y a eu pas enquête ou pas enquête, il a directement été mis en prison. Donc je pense que vous êtes à la recherche d'une justice, d'une condamnation peut-être, mais surtout, cette loi, je pense, ne changera strictement rien.